Je parle de troubles dans le travail parce que de plus en plus, empiriquement, on observe des situations dans lesquelles on n'arrive pas à s'accorder sur le fait que ce soit du travail ou pas. Évidemment, la question a été posée d'abord par les féministes dans les années 70, qui interrogent sur le statut des tâches ménagères réalisées généralement par les femmes, hors emploi, qui peut être vécu comme un travail parce que c'est une peine que l'on se donne pour faire des choses utiles, mais qui se réalise hors emploi et hors rémunération. Mais au-delà de la brèche ouverte par les féministes, de plus en plus de situations sont bizarres, queer, comme dirait Butler. C'est-à-dire que on ne sait pas bien si c'est du travail. Moi, j'étais partie, par exemple, sur l'idée du travail du consommateur. J'avais fait une recherche sur le travail du consommateur, c'est-à-dire sur cette idée que beaucoup de consommatrices et de consommateurs réalisent des tâches qui ne sont plus donc réalisées par les fournisseurs, qui ont une valeur marchande, qui participent à la production et qui pourtant ne sont pas considérées, évidemment, comme du travail ni rémunérées. De plus en plus d'exemples ou de cas m'ont amené à dire oui, mais alors qu'est-ce qu'on appelle travail aujourd'hui au XXIe siècle? Est-ce que cette définition dont nous avons hérité du XXe siècle est toujours reflète bien l'état de notre société? On a déjà parlé dans un épisode précédent de plusieurs exemples du concept de travail gratuit avec la sociologue Maud Simonet. Que ce soit le travail domestique, le travail bénévole, le travail des stagiaires ou le digital labor. On ouvre finalement toute une représentation de l'exploitation au nom de valeurs qui fait que je me mobilise pour ce travail-là. C'est ce qui fait aussi qu'il n'est pas reconnu comme travail parce qu'en fait, je suis reconnue comme autre chose. Je suis reconnue comme une bonne mère par mon travail domestique. Je suis reconnue comme un bon citoyen par mon engagement bénévole. Marianne Dujarier parle donc de ça dans son livre, mais elle parle aussi d'autres types de situations qui viennent interroger notre conception habituelle du travail et qui posent en particulier la question de qui peut travailler. Est-ce que ce sont forcément des êtres humains? Il paraît que les robots nous piquent notre travail. Alors si le robot pique le travail, c'est donc qu'il travaille. Pourtant, on voit bien que c'est un peu plus compliqué parce que justement, le robot n'a pas d'activité. Il fonctionne, mais il ne travaille pas. Pour reprendre les mots de Jocelyne Porcher, est-ce qu'un robot travaille? Oui, parce qu'il produit des choses utiles, oui, parce que nous l'employons, non parce qu'il n'est pas rémunéré, et non parce qu'il n'a pas d'activité. Pourtant, nous l'employons quand même. Si nous pouvons produire avec de plus en plus de robots et de moins en moins d'activités humaines, alors comment fait-on avec notre système de solidarité qui est fondé justement sur le travail vivant? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, toute notre sécurité sociale est fondée sur le système des cotisations sociales. C'est ce que l'économiste Bernard Friot appelle la part socialisée du salaire. Le travailleur touche directement une partie de son salaire, le net. Le reste de son salaire paye ceux qui ne peuvent pas travailler, c'est-à-dire les chômeurs, les malades et les retraités. Donc si de moins en moins de gens travaillent, que ce soit à cause du chômage ou à cause des robots, il n'y aura plus de salaire socialisé pour financer la solidarité. D'où la proposition de Bill Gates, par exemple, de taxer les robots. C'est là qu'on voit que cette question de la transformation du travail ne pose pas seulement des problèmes sémantiques, mais aussi des problèmes sociaux concrets.